mais je connais le livre. Je l'ai lu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ésotérique encore, si c'est possible. Nous sommes avec Gérard Perron, un one-man entreprise, one-man cinéaste, un personnage extraordinaire et un ami extraordinaire, un ami aussi de Radio Libertaire, parce que je ne sais pas combien de fois tu es déjà venu. Ah, je compte pas. Tu fais presque partie des meubles, ce qui est vraiment... Je sais pas si c'est un compliment, ça. Ah, pour moi, oui. Ah, d'accord. Pour moi, oui. Ça veut dire que tout le monde aime quand Gérard, qui en plus est beau, donc c'est un plus objectif, hein, vient nous voir. On est très très heureux. Alors, Bernhard Schröter à Beaubourg. C'était prévu encore de son vivant. Et hélas, il nous a laissé tomber. Après s'être vaillamment battu, au-delà de ce qu'on pouvait espérer, il s'est battu pour être avec nous, pour faire encore un film, ce que certains ont compris, heureusement, c'est-à-dire Paolo Branco, dont on dit beaucoup de mal, et finalement a ça de bien que dans des moments essentiels, il sent et il voit ce qu'il faut faire, et il trouve l'argent pour le faire. Et donc, grâce à Paolo Branco et à beaucoup de ses amis qui avaient déjà travaillé dans les films de Bernhard Schröter, il nous a fait ce cadeau de faire un dernier film, de pouvoir faire un dernier film qu'il a évidemment tourné au Portugal, puisque Paolo Branco est aussi un grand producteur portugais et pour le Portugal. Et donc, ce dernier film, Nuit de chien, sont les adieux que Bernhard Schröter fait à notre monde complètement en miettes et complètement corrompu et sans espoir. Donc, de son vivant, déjà, quand il avait sûrement encore plein d'espoir, il a déjà opté pour parler ce que un collègue de Gérard Perron, d'une certaine manière, Philippe Azouri, appelle Schröter qui n'avait pas peur de la mort, qui est un petit livre que Capricci Film sort dans ses actualités, où on avait déjà vu le livre de Narboni, qui est excellent. Et donc, alors Gérard Perron, comment tu te sens par rapport à cette rétrospective que Beaubourg réalise, qui était une idée en fait de l'Institut Goethe, qui évidemment a besoin de partenaires beaucoup plus grands que cette institution-là, pour le faire, pour le réaliser. Alors il y a cette magnifique brochure que vous pouvez demander, qui est gratuite. Il faut aller à Beaubourg, il faut aller à l'accueil et dire que vous voulez avoir le programme de cinéma, ça s'appelle comme ça. Et toutes les éditions de ces programmes de cinéma sont quand même des éditions fabuleuses. Ici, il y a un texte qui est très bon de Frédéric Mitterrand, il y a un texte très bon qui est d'Alain Seban, et il y a aussi un très beau texte de Jean-Jacques Schoulle, que vous connaissez sûrement. Il a eu un prix Goncourt il y a peu d'années, avec un livre consacré à Ingrid Carven, qui est sa femme, enfin sa compagne, je ne sais pas comment on dit, de nos jours, où tout est différent qu'à d'autres époques. Et donc, comment vous dire, je suis à la fois émue et très touchée par tout ça, et puis très heureuse de te recevoir, parce que tu es un des fidèles, non pas seulement de l'émission, mais aussi dans tes amours. Je t'ai toujours connu défendre de Murnau, un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, qui est L'Aurore. Je t'ai toujours connu en inconditionnel de ces Bernhard Schröter, Ah oui, oui, absolument. etc., etc. Enfin, c'est aussi très joli parce que c'est un rappel
de l'amour de Werner Schröter pour Rosa von Braunheim. Cet amour a commencé en fait son cinéma, dit-il maintenant. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, mais en tous les cas, c'est Rosa von Braunheim, donc c'est un homme. Je me rappelle que quand j'écrivais mon doctorat là, sur le jeune cinéma allemand, j'avais fait un chapitre sur Rosa von Braunheim. Et celui qui était mon docteur de thèse a corrigé en disant « Mais Rosa, c'est une femme !» Et bon, il ne connaissait pas le cinéma de Rosa von Braunheim, donc qu'on lui pardonne. Et donc, la rencontre à Knokke, où tu es sûrement allé toi aussi. Non, je ne suis jamais allé à Knokke. Non, parce que Knokke s'est arrêté au moment où je commençais à faire des films. Le dernier festival de Knokke, c'était en 75. Je crois même début 75, donc voilà, j'aurais pu y aller comme simple cinéphile, mais non, j'ai raté ça, et c'est vrai que c'était un lieu unique dans l'histoire du cinéma, tout simplement. C'était, tous les gens qui y sont allés, qui en parlent, disent que c'était un lieu qui était, si on peut prendre le Festival de Cannes, c'était absolument l'inverse, il se passait des choses absolument incroyables. Il y avait des performances incroyables, il y avait des films, c'est là qu'on a découvert les films de Kenneth Sanger, de Michael Snow, de Jonas Mekas, d'Andy Warhol, de tous ces gens-là en Europe. Et il y avait, le public, pratiquement, c'était que des artistes ou des cinéastes qui étaient là. Et il se passait plein de choses, plein d'échanges, plein de rencontres. Allemagne, qui est donc une de mes amies, disait toujours aussi qu'elle avait fait un tout petit truc à Knokke, et maintenant... Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Donc c'est un tout petit film de rien du tout, est devenu un objet presque de culte, uniquement parce qu'elle avait été là à l'époque. Et puis aussi parce que le festival s'est arrêté juste au bon moment. Il y a des festivals qui ont continué après, qui se sont dévoyés en faisant des programmations beaucoup moins intéressantes. Là, le festival de Knokke, vraiment s'est arrêté à son sommet. Ça, c'est très beau, c'est très artistique. Oui, c'est donc en fait eux qui ont amené en Europe ce cinéma expérimental dont tout le monde aujourd'hui a pris connaissance, plus ou moins. Enfin, Kenneth Angel, tout le monde connaît, Jonas Mekas, tout le monde connaît, mais oui, c'était le début. Ce sont vraiment eux qui ont fait connaître ces cinéastes. Alors, ce que je voulais dire, le Centre Pompidou a les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités, c'est que quand il prépare une grande rétrospective intégrale sur un auteur, il s'y prend plusieurs années à l'avance pour que cette rétrospective soit la plus parfaite possible. Et en ce qui concerne Werner Schröter, ça fait déjà un certain temps que c'était en préparation. Bon, on savait tous que Werner Schröter était malade, et évidemment, tout le monde espérait qu'il soit encore là pour cette rétrospective. Mais bon, le fonctionnement du Centre Pompidou fait que il faut attendre un certain temps. Oui, on ne peut pas hâter un événement. Voilà, c'est ça, on ne peut pas passer devant un autre. Il savait très bien qu'il risquait de ne plus l'avoir en chair et en os pendant cette rétrospective. Là, j'ouvre donc le programme que vous pouvez avoir gratuitement donc, à Beaubourg, où il y a donc, c'est peut-être aussi, avant de te faire parler, donc pour ton amour pour Schröter et tous les points de conjonction et de plaisir de vous rencontrer et que vous avez vécu, attirer votre attention sur cette exposition des photographies de Werner Schröter, qui est réalisée par Christian Holzfuß Fine Arts et présentée à Berlin, présentée à Paris par la complicité de Ronald Chama. Donc c'est Chama ce producteur, c'est là? C'est quel Chama? Bon, en tous les cas, exposition de photographie de Werner Schröter du 15 décembre au 29 janvier, donc ça commence aujourd'hui, à la galerie Vue, qui se trouve 58 rue Saint-Lazare, Paris 9e. Alors c'est une découverte parce que c'est la première fois que Werner Schröter expose. C'est-à-dire que de son vivant, il n'a jamais exposé. Moi, je savais pas qu'il faisait des photos. Ça ne m'étonne pas qu'il soit un grand photographe parce que faut pas oublier que tous ses premiers films, c'est lui qui était directeur de la photo et caméraman de tous ses films. Des films comme La mort de Maria Malibran, Les Kakatapa, c'est des films qu'il a lui-même éclairés et filmés. Donc, avec lui aussi, je crois. Oui, et d'autres encore, L'Ange Noir, et on voit qu'il avait un talent extraordinaire au niveau de l'image, et donc c'est pas du tout étonnant qu'il soit aussi un photographe de talent. Mais on ne le savait pas, c'est-à-dire qu'il faisait des photos, je pense, de temps en temps. Moi, je ne l'ai jamais vu faire des photos, mais là, il y a cette expo qui est une belle surprise.
Ce sont des photographies de plateau ou Ah non, 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 non. Ce sont des photos. D'après, je ne suis pas encore allé voir l'expo parce qu'elle a Moi non commencé plus. hier. Mais non, non, c'est des photos comme ça. Donc là, ils disent que qui ça sont des ouvre préparations aujourd'hui, comme ça. 15 Comment décembre. Donc ça serait aujourd'hui. Bah, il y avait le vernissage qui était hier Ah soir. oui, hier soir. Et donc, non, non, je pense que Pourquoi ils c'est... ne nous ont pas invités? C'est scandaleux. Ah ouais, moi j'ai été invité, mais malheureusement j'étais pris, donc Ouais. j'avais du travail, je faisais du montage. Là. Oui. Donc, alors, il y a aussi Elfie Mikesh, qui était souvent chef opératrice des films de Werner Schröter, qui a surtout fait Le Roi des Roses, un de ces films emblématiques où Mustapha Tchatcham joue l'objet d'amour et son amant, donc, à qui on plante des roses dans les bras, dans les veines. Voilà. Donc vous voyez, on a de la veine de pouvoir parler de ça et être vivant. Et avec eux, c'était le dernier film avec Magdalena Montezuma, qui était déjà très très malade pendant ce film. Oui. Et il ne faut pas oublier que Magdalena Montezuma, c'était le personnage essentiel dans l'œuvre de Werner. Elle était son assistante, c'est elle qui faisait les costumes, elle faisait les décors, elle faisait même le maquillage sur le tournage. Elle était vraiment, c'était sans elle, Werner, il aurait été très dépourvu dans tous ses premiers films. Et ça, c'est aussi, enfin, en fait, ce que Paolo Branco a fait pour Werner Schröter en lui faisant faire tourner un dernier film, Nuit de chien. Il a fait la même chose, Werner Schröter, pour Magdalena Montezuma, en lui proposant de jouer cette mère, la mère du Roi des Roses, dans Le Roi des Roses. Enfin, c'est un film aussi, un film réflexion sur son lien à elle, sur la fascination pour ce genre de beauté, parce qu'il faut dire elle avait un visage, on pourrait presque dire ingrat, parce que c'est un immense visage, presque rectangulaire, et sa façon de l'éclairer, sa façon de la maquiller, sa façon de la présenter, a créé vraiment un mythe. Magdalena Montezuma, le nom, c'est exactement quelque chose qui exprime. C'est un visage masculin peut-être plutôt que aussi, plus oui, il y a une espèce de sévérité. Oui, mais elle pouvait justement jouer aussi bien des rôles d'hommes que de femmes. Mais de toute façon, son rêve le plus cher, c'était de faire que des films où tous les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Oui, oui, aussi, oui. Et donc Magdalena Montezuma, je me rappelle qu'après les premiers films avec elle, quelqu'un comme Lothar Hess, qui est quand même quelqu'un qui connaissait bien le cinéma, qui connaissait bien l'histoire de l'art, qui aurait pu peut-être développer un peu plus de, je ne sais pas, de curiosité par rapport à ce genre de cinéma. Elle a dit d'une façon méprisante, je me rappelle très bien parce que je l'avais interviewée, elle a dit probablement celle-là s'appelle Lieschen Müller. Ce qui est absolument une insulte, hein, parce que Lieschen, c'est le nom des femmes de ménage, quoi. Et Müller, c'est le nom passe-partout, c'est comme Dupont-Durand. Donc, de ridiculiser à ce point, il a auréolé et mis sur piédestal une femme qui s'appelait donc Magdalena Montezuma et qui sous cette forme, parce que c'est vraiment lui qui a façonné le personnage, a trouvé aussi son entrée dans des films, par exemple, de Ulrich Oettinger, etc. Oui, elle a joué dans pas mal de films de Fassbinder aussi. Oui. Oui, oui. Mais c'est dans les films de Werner Schröter qu'elle est absolument fantastique. Enfin, oui. Quand on la voit dans les films de Fassbinder, elle est pas à plein régime, quoi. Dans les films de Schröter, vraiment, elle est une actrice totale, quoi. Elle joue dans un même film, elle joue plusieurs rôles. Dans Ega Katapa, elle joue plein de rôles. Puisque Carlotta a tout fait pour sortir Welt am Draht, enfin le monde sur le fil. Là, on la voit aussi, mais elle n'est qu'une apparition. Enfin, c'est dans un plan, elle est presque utilisée comme pour faire de la figuration. Ouais. Alors que là, elle est dans les personnages, elle montre quelque chose, elle est exceptionnelle. Donc je finis juste pour cette remarque pour Elfie Mikesh. Elfie Mikesh, qui est elle-même aussi cinéaste et qui était camera woman, comme on disait à l'époque, très très longtemps. Elle a travaillé pour lui, pas seulement sur Le Roi des Roses, mais elle a tourné aussi Malina dans ce film
presque mythique maintenant, avec Isabelle Huppert et avec la fille d'Isabelle Huppert, d'après une œuvre inachevée de la grande poète Ingeborg Bachmann. Et elle a tourné aussi Poussière d'amour, ce film que tu adores par-dessus tout, Dominique. Donc le film sur les divas qui chantent, puisque Bernard Schroeder n'est pas seulement cinéaste, il est aussi metteur en scène d'opéra et un fin connaisseur de cet univers. Et il a, pour ainsi dire, grandi dans le théâtre lyrique, enfin oui, enfin, je pense en Italie et à Naples. Mais sans l'opéra, il a été percé par... Mais je pense que si l'opéra n'avait pas existé, jamais Bernard Schroeder aurait fait de film. Il est arrivé dans le milieu artistique par ce biais-là, quoi, parce qu'il était passionné, notamment de la Calas, et c'est là, enfin, ça l'a transcendé. Enfin, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de commencer à faire des films sur la Calas d'ailleurs. Et c'est tout oui, le premier alors, court-métrage. à propos Calas, puisque le temps tourne, je me permets donc de passer une première musique de Calas. Je crois que c'est La Traviata. Et donc, nous sommes à Radio Libertaire 89.40. Et nous célébrons Werner Schroeder et son cinéma. Wow. J'ai fait ça un peu au pif. Là, on peut en profiter maintenant. Ouais, voilà. Et boire. Alors c'était parfaitement pervers de ma part, parce que le film précédent, Lumière, c'est sur des gens fous furieux qui se nourrissent tout, qui vivent de lumière. C'est grave parce que Lumière c'est déjà pris comme titre. Ah, oui. Jeanne Moreau a fait un film qui s'appelle Lumière. Oui, oui. Moi je connais même un autre d'un Algérien qui s'appelle Lumière. Jean-Pierre Lédo a fait un film qui s'appelle Lumière aussi. Et donc j'ai apporté des chocolats et du chablis. C'est honteux, hein? Et surtout, moi j'aime ça quand elle regarde comme ça. Là, le visage un peu en biais, tu vois, Ah oui, où elle est oui. toujours entre la méchante sorcière et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Ah oui. Hein? Ça y est, on a encore un appel. Tu veux bien te dévouer? Bien sûr. Et la semaine prochaine, c'est Ajouré qui vient alors. Oui. Parce Il ne que- pouvait pas. Et il peut, la semaine prochaine, Il peut pouvait pas. Là. Ah oui. Non, parce que moi, en fait, le 22, je suis à Dijon. Bah oui, tu J'ai un m'as rendez-vous écrit ça. d'affaires avec la Cinémathèque de Bourgogne. Il faut le faire. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc je Les suis... affaires sont tellement rares, il faut se Oui, précipiter. oui, bien sûr. Donc, voilà, je pars le 21. Voilà. Quelqu'un donne l'adresse de la réunion de ce soir, c'est dans quel... Ah, Pour ce soir, Lumière. c'est pour Lumière. C'est le 15e arrondissement. Le cinéma s'appelle le Chaplin. Je ne sais pas si c'est Chaplin comme Chaplin. Sûrement. Allô? Oui, c'est 6 rue Pécuet, PECLT. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, merci. Ah, c'est un peu chiant. Enfin, il y a une question que je voulais lui poser que je n'ai pas réussi à garder suffisamment dans mon esprit pour la sortir. C'est s'il croit si c'est pas les Allemands, les Autrichiens qui sont davantage facilement engagés dans de telles voies. De telle voie, c'est-à-dire la voie du sectarisme, Oui, d'une certaine manière, tu de m'as très bien compris. de bazar. Oui, oui, Tu je m'as pense. très bien compris. Mais il était tellement sympathique, pourquoi... Pourquoi lui poser cette question? Ouais. Dans la mesure où on accepte de le recevoir, c'est un engagement qui fait que... Mais c'est vrai que par les yogis indiens, on s'en fout qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas. Visiblement, tout leur réussit. Même le clou. C'est le chablis qui fait ça. Je devrais boire plus souvent. C'est bien, toi.
Wurzel. Merci Boris. Comment ça va? C'est rouge? Oui. Merci Boris de nous avoir prévenu de la fin de cette arie, je ne sais pas même pas comment on dit en français, Anna arie, chantée par la divine Callas, qui était donc dans la vie de Werner Schröter. Callas, c'est vraiment un personnage très très important. Il lui consacre ses premiers films en Super 8. En 8 mm, tu sais, c'est en 8 mm. Contrairement, non, il ne connaissait pas le Super 8, il connaissait le 8 mm, qui était un format plus professionnel que le Super 8. Et c'est des films très très rares que je vais découvrir là, parce que je n'avais pas pu les voir à l'époque quand j'avais fait mon livre, et qu'on n'avait même pas passé, quand on avait fait la rétrospective au Goethe-Institut, à la Cinémathèque française, au début 82, ces films-là n'étaient pas programmés, on ne peut pas les voir. Moi, je les ai découverts à Oberhausen, parce que Oberhausen, qui est un festival du court-métrage, a une année donné une carte blanche à Werner Schröter, qui est venu, et qui nous a raconté toutes ces histoires de Zocke et de Rosa von Braunheim, et de ses premiers films, et c'est là que je les ai vus. Alors là, c'est formidable, Oui, parce qu'il y a voilà. peu de gens qui les ont vus. Oui, mais si je peux, je vais retourner les voir, parce que c'est vraiment étonnant. Alors, il n'y a pas seulement ça qu'il a fait ses premiers films donc, sur la Callas, c'est aussi que quand la Callas est morte, il a arrêté la publication du Spiegel qui était en cours, et c'est pas comme Azourey dit Der Stern, non, c'était des Spiegel, ça veut dire quand même un journal un peu plus important politiquement parlant, et il a arrêté donc la sortie parce qu'il n'avait pas terminé son article. Il a écrit un article absolument extraordinaire où il dit qu'il n'a jamais compris comment des hommes qui lui tournaient autour, qui avaient tout, qui avaient de l'argent, qui étaient riches, qui étaient les puissants de ce monde, comment eux, ils étaient prêts à obtenir n'importe quoi pour, alors ça c'est bien le langage de Werner Schröter, pour enfourner leur pénis dans sa bouche. Et à l'époque, ça m'avait vachement choqué. Ouais, ça m'avait vachement choqué, tellement choqué que je l'ai retenu. Et aujourd'hui, que je comprends beaucoup mieux tout son amour qu'il met dans cette remarque-là, tout son amour pour la Callas et pour cet artiste extraordinaire, comme peu de cinéastes d'ailleurs l'ont vu. Il y a Pasolini qui l'a vu, enfin, qui l'utilise comme actrice et qui justement ne la fait plus chanter un peu ce que Shahin a fait pour Dalida en la faisant travailler comme actrice et non plus comme chanteuse de charme et de variété. Et donc je voulais absolument dire ça parce que ça montre que c'était pas un caprice de tourner autour de la diva et d'obtenir des faveurs de la diva, c'était un amour profond et sincère et une véritable adoration, telle qu'on la voit dans Poussière d'amour, qui est un de tes films préférés, n'est-ce pas? Dans Poussière d'amour, je ne parlerai pas d'adoration, je parlerai d'admiration, parce que... Ah oui? Oui, et de respect aussi. Les cantatrices qu'on voit dans Poussière d'amour sont des femmes qui respectent infiniment. Je ne sais pas, le mot adoration ne me semble pas approprié. Mais ce que j'ai raconté n'était pas pour moi, non pas une marque de respect. Tu vois, c'était pour moi, justement, finalement, une image pour exprimer son très grand amour qui n'avait pas rien de commun avec ces hommes. Je crois que c'est l'amour qu'il aurait beaucoup aimé entendre employer. Oui, l'amour, oui. Il disait d'ailleurs qu'il n'aimait pas la mort. J'aime bien cette expression. La passion. Oui, c'est l'amour-passion. L'amour-passion. L'amour-passion, oui. Donc, je vous rappelle que dans le programme, toujours, que vous pouvez demander gratuitement, et par ces temps où il y a la grève des messageries, on ne peut pas acheter un pariscope, ou que les abonnés de Télérama ou d'autres journaux qui refont le relevé des projections, la seule façon de savoir toutes ces merveilles qui passent à Beaubourg, c'est vraiment ce programme avec le calendrier. Donc, vous avez... Poussière d'amour est déjà passé là ce week-end, c'est passé dimanche 12 décembre. Ça repasse d'ailleurs avec les films de Gérard Courant, je vous l'avais annoncé, avec les films de Gérard Courant, qui est là assis à côté de nous.
Il y a La répétition générale, qui est aussi un film que j'aime infiniment, parce que, bon, c'est comme ça, un documentaire sur le festival de Nancy, mais extraordinairement, quand on réfléchit, dans Répétition générale, il nous a amené le Butoh, comme on ne connaissait pas. Il nous a amené tous ces chorégraphes allemandes. Il y a Reinhild Hoffmann, il y a Susanne Linke, enfin, en fait, les sœurs jumelles de Pina Bausch. Il nous a amené tout ça. Et dans La répétition générale, donc c'était présenté par Mustafa Djadjam. Et c'était samedi 18. Donc nous sommes malheureusement déjà au-delà de tout ça. Nous sommes arrivés... Non, samedi 18, non, bon, hein. on n'y est pas encore. Eh ben, alors ça veut dire que j'ai vraiment sauté allègrement là. Donc, qu'est-ce que nous Non, avons... la prochaine séance, c'est Jeudi demain 16 soir. décembre, C'est les Flocons d'Or. Voilà. Alors ça aussi, c'est un film très très curieux, avec Bulogier, avec un tas Andrea Ferreol, de stars françaises. Christine Kaufmann, Werner Schröter Magdalena, évidemment. C'est extraordinaire. Oui, oui, il y a Andrea Ferreol dans ce film, oui. c'est extraordinaire. Toute la partie Une du film, beauté- il y a à peu près une demi-heure en noir et blanc qui avait été Oui, tournée dans une un premier beauté temps en 73. stupéfiante. C'est vraiment un sommet du cinéma pour Oui, moi. et je me C'est- rappelle que j'avais traduit ce film à la rétrospective du Goethe-Institut. Et j'ai encore le cahier et l'enregistrement. Alors malheureusement, j'ai pas retrouvé l'enregistrement. Et puis nous sommes presque au numérique, là, alors avec ma Mais vieille là, cassette. Oui, oui, toute cette partie avec Bulogier, Oui. c'est vraiment je dis c'est un sommet et ça atteint les sommets du cinéma muet parce que c'est filmé en muet. Oui. C'est vrai que ça nous rappelle le Murnau notamment. Enfin, c'est très très fort. Ouais. Et Une d'ailleurs, émotion, de il y a une Murnau, grande petite émotion. parenthèse, il y a un autre chef-d'œuvre de Murnau que je connaissais mais que peu de gens connaissent, City Girl, qui est enfin édité et qui existe en DVD. Et City Girl, pour moi, c'est aussi une merveille de Murnau. Ouais, Je ouais. vous recommande. Bon, alors, on continue. Donc, jeudi demain, Flocon d'Or avec Bulogier et plein d'autres gens que vous connaissez et que vous allez découvrir et émerveiller, je pense, dans cette présentation. Alors, la séance est à 19h30. C'est au cinéma 1, alors que le gros de la manifestation se déroule quand même dans cette salle qui est plus petite, qui est le cinéma 2. Et le film de demain soir dure 163 minutes. Que vous soyez informés. 2h30, oui. Alors vendredi, vous avez Neurasia, Argila, et c'est une soirée exceptionnelle avec la présence de Ingrid Carmen. Samedi, des bombes à pilote, la répétition générale dont je viens de parler, et L'Ange Noir, présenté donc par Gérard Courant. Alors, puisque tu es là, on en profite. Allez, présente-nous L'Ange Noir. L'Ange Noir, c'est un film qu'il a tourné au Mexique. C'était en 1973 et il est vraiment tombé amoureux du Mexique parce que pendant un certain temps, il a habité plusieurs mois, en plusieurs fois au Mexique. Il vivait chez une famille assez pauvre. Et il a eu l'occasion aussi de présenter ses films à Mexico qui ont eu énormément de succès. Et quand on connaît le Mexique, c'est évident que Werner, là-bas, il était tout de suite compris, son sens du baroque, sa folie à lui, sa fascination de la mort. N'étonnez pas. Vraiment, pour les Mexicains, c'était quelque chose de presque naturel pour eux. Et tout de suite, il y a eu une symbiose comme ça entre Werner et le Mexique. Et en fait, ce film, c'est un peu un film, c'est un peu la fin d'un cycle de tous ces films qu'il a fait, qui sont des petites productions, dont il faisait un peu, avec Magdalena, il faisait absolument tout, il faisait l'image, il faisait la production. Et donc c'est une sorte de boucle qui va se terminer, parce qu'après il y a Flocon d'Or qui a été étalé sur pas mal de temps, mais c'est après qu'il attaque avec Le Règne de Naples, qui est un film avec beaucoup plus ambitieux, avec beaucoup plus de budget, et donc là... Et qui est beaucoup plus réaliste. Voilà, Hein. donc Parce là... que Le Règne de Naples, c'est vraiment... L'Ange Noir, c'est encore dans l'esprit des tout premiers films qu'il avait fait, comme La mort de Maria Malibran ou Ika Katapa. C'est une sorte de poème cinématographique, avec deux personnages seulement, et avec deux personnages, il arrive, avec Magdalena Montezuma, une autre comédienne, et seulement avec deux personnages, ouais, c'est ça, avec ces deux personnages-là, il arrive à nous transporter dans le Mexique des antiques, enfin c'est-à-dire que ce sont deux personnages, ce sont deux femmes allemandes qui se retrouvent là-bas au Mexique et qui sont complètement déconnectées par rapport aux dieux du Mexique.
et elles essaient comment dire, d'entrer en contact avec les dieux du Mexique, mais il n'y a que Magdalena qui arrive et en fait elles sont rejetées, quoi. Leur matérialisme occidental est rejeté. Donc c'est vraiment un amour du Mexique éternel, quoi, pour Werner, ce film. C'est vraiment un poème, hein. Moi j'appelle Oui, ça des ciné-poèmes. Oui. Oui, absolument. D'ailleurs, dans le programme, on cite Artaud qui aurait dit, et je pense que pour finir, les dieux du Mexique sont les dieux de la vie en proie à une perte de force, un vertige de la pensée, et que les lignes qui montent au-dessus de leur tête donnent un moyen mélodieux et rythmique de faire monter la pensée sur la pensée. Oui, mais c'est ça, c'était dans mon livre sur Schroeter. Que toi, tu as cité dans le Oui, j'avais livre. trouvé ça, Oui. et c'est vrai que, bon, avant Werner Schroeter, il y a eu d'autres personnages qui sont allés au Mexique, Oui, comme comme Artaud, Eisenstein. et aussi Buñuel. Oui. Et bon, mais c'est surtout Artaud, parce qu'Artaud, lui aussi, il a complètement compris l'âme du Mexique, et dans ses écrits sur le Mexique... Et Tarahumara, je crois. Voilà, c'est ça, il a tout compris, quoi, il a tout dit. Et Werner en fait 35 ans, 40 ans après, disons 30 ans après, il a à peu près le même discours par rapport à ce Mexique éternel, quoi. En fait, vous pensez qu'il a été plus inspiré par des rencontres que par des cinéastes? J'ai l'impression, hein. Je pense qu'il n'avait pas vraiment d'admiration pour des cinéastes. À part Murnau et puis... Oui, non, mais c'est... oui, bon, Werner, c'était pas un cinéphile comme sont les cinéastes de la Nouvelle Vague, comme Godard, Truffaut, Il n'a pas de Rohmer. référence. Bon, lui, il connaissait quand même pas mal le cinéma allemand, faut pas croire. Il m'expliquait que quand il était jeune, il allait voir tous les films allemands avec ses parents, donc les films populaires qui sortaient en salle. Ça, il connaissait parfaitement ce cinéma-là, et justement, il disait une chose qui m'intéresse, parce que pour beaucoup de cinéphiles, même pas des cinéphiles, le cinéma allemand s'arrête avec la dernière guerre, et il reprend qu'avec le nouveau cinéma allemand, fin des années 60. Oui. Et lui, il dit c'est complètement faux, dans les années 50, il y a plein de films extraordinaires, et lui, il les a presque tous vus, ceux qui sortaient en salle, les films qui sortaient en salle, les films, comme nous on dit, les films du samedi soir, dans les années 50. Dans les années 50, 60, il voyait tous ces films. Et donc, lui, il dit, non, il y avait plein de belles choses. Et donc, ça va un peu à l'encontre des idées reçues, parce qu'on dit, il y a même un auteur qui est mort, qui s'appelle Michel Azopardi, et qui a fait un livre sur le cinéma allemand de cette période-là, des années 40 aux années 60, et qui s'appelle 20 ans dans un tunnel. Donc, qui est très symbolique. Et bon. Ouais. Et donc, voilà. Mais cela dit, il n'y a pas de référence cinématographique dans ces films. C'est référence sur la musique, voilà, ouais, surtout la musique. Au fait que les cinéastes du jeune cinéma allemand ont fait l'impasse sur ces années-là en disant le grand cinéma auquel nous nous référons, pour citer Werner Herzog. Donc il y a les films allemands, les derniers films de Fritz Lang sont des chefs-d'œuvre, Le Tombeau hindou, c'est des films allemands, il ne faut pas oublier. Et donc voilà. Mais c'est vrai que quand on voit le cinéma de Werner Schroeter, il y a une influence, c'est la musique, il y a toutes les musiques. Hein, ouais. Bon, bien sûr, il y a l'opéra, il y a Maria Callas, mais il y a aussi Katharina Vallant, il y a Elvis Presley, il y a plein de musique populaire, la musique hawaïenne. La tube des années 50, donc exactement comme Fassbinder. C'est un mélange extraordinaire. Cette musique-là. Il en fait un mélange extraordinaire, et à chaque fois, c'est pas du tout intellectuel, c'est pas du tout pour nous dire, voilà, moi je sais des choses plus que vous, je vous impose ça, pas du tout. C'est quelque chose de complètement sensuel. À un moment donné, voilà, il y a la musique, il y a d'un seul coup, après Maria Callas, il y a Elvis Presley, ça coule de source, c'est naturel, c'est logique. Bon, malheureusement, moi, je n'avais pas prévu Elvis Presley, j'y ai pas pensé, j'aurais dû t'en parler avant. Non, mais il y a aussi, donc, il y a Callas encore, que nous allons passer, je crois que c'est Norma, un extrait de Norma, à Radio Libertaire 89.40, et nous sommes avec Gérard Courant, qui a beaucoup travaillé sur ce cinéaste, qui lui est très cher. Elle chantait vraiment tout, y compris la musique militaire. Qui est Maria Callas? C'est même pas Callas. Non, c'est pas Callas, c'est un homme. Elle va venir. Mais elle va lui donner la réplique, j'espère.
est-ce que je me serais Ah trompée? bah tiens, c'est le moment du chocolat. C'est le moment de se jeter sur le chocolat. C'est prévu exactement, tu as fait les arrêts chocolat en fait. Il en a encore. Fais la gueule. Il fait la gueule. Pourquoi? Parce que d'habitude, il mange du chocolat et boit du vin. Ah non? Regarde ça, c'était si beau que j'ai fermé les yeux. C'est marrant, hein? J'ai pas Mais pensé c'est à un classique. Quand on fait l'amour et que ça marche bien, on ferme les yeux. Non, mais en général, c'est un peu minouche, mais là, c'est joli. La Fontaine, Oscar. C'est net. Faut toute la vie pour apprendre à vivre. Ah bah oui, ça c'est sûr. Je savais pas que La Fontaine a dit des choses comme ça. Victor Hugo, c'est bien. La rêverie et la vapeur de la pensée. Il en a fait mourir. J'ai regardé ça aussi hier. Donc tu as retenu la J'ai voix pas de... pu voir plus tôt. Mais qu'est-ce que c'est émouvant. Ouais, ouais. Puis on sent comment il est en train de mourir. Dans son visage. Là. Ah, tu parles de Werner et Nénat. Ah oui. Oui. Non, parce que je parlais de l'autre. Ouais, Je parle... Ça, c'est 78. oui. Et ils te payent un peu quand ça passe, quand ils font passer tes Ah films. oui, au centre Pompidou, oui. Oui, ils payent. Ils payent, oui, oui. Puis même les conférenciers, les gens qui présentent les films sont payés aussi. Ouais, ouais. Parce que je dis trouve pas ça qu'on- toujours miraculeux comment tu t'en sors. Ah bah moi je Tout m'en seul, sers en travaillant comme un parce fou. que je fais beaucoup de films et voilà, ça circule en permanence. Quoi. Là il y a eu 2 intégrales cinématons qui se sont succédés coup sur coup à Luca et à Oui, j'ai Mia, vu. puis pour les autres films aussi. Mais, voilà, Tu sais, il y a eu une panne terrible. Mon ordinateur s'est liquéfié, donc disque dur était parti, tout était parti. Et j'ai fait Quel était le rétablir problème le mail que ah oui, voilà, le disque dur oui, oui. a jeté. Quoi. Vraiment Parce qu'il avait combien d'années l'ordinateur? de 5 à 8. Ah oui, d'accord, c'est normal. Au-delà de 5 ans, bon, ça Il peut faut être... changer. Normalement, enfin, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Là. Pourtant, je n'ai pas chargé ni de photos, ni de non, machin. ça n'a rien à voir. Non, je ça n'a rien à travaille. voir. C'est vrai que je travaille beaucoup. Moi, j'utilise un J'écris blog. beaucoup. Je fais beaucoup de vidéos dessus, donc j'utilise un blog. Non, c'est pas ça qui va le changer. Donc, j'avais plus d'adresse, j'avais plus rien. Ah oui. Ils sont Donc, morts. Ai nuovi albori, vieni meco, quelli amor Dio santo. Radio Libertaire 89.40. Alors nous interrompons cette idylle qui était encore chantée et qui continuait parce que on a quand même des choses plus importantes à vous annoncer que de se languir de belle musique. Alors donc avec Gérard Courant, il y a donc la présentation de l'Ange Noir ce samedi 18 décembre à 19h30 et au cinéma 1. Et avant, il y a la répétition générale que je vais revoir avec plaisir. Donc je te promets, je vais être là. Au premier rang, comme toujours, c'est ma meilleure place à Bobo. Donc tu as annoncé qu'après cette période dont l'Ange Noir est pratiquement le sommet, on attaque une autre période dans sa vie de cinéaste qui est très intéressante parce qu'avec le règne de Naples et Palermo-Wolfsburg, il crée 2 films qui sont pratiquement des films sur les travailleurs immigrés, sur la condition ouvrière, sur
Enfin, le règne de Naples, c'est beaucoup plus fin encore parce que c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Oui, enfin, c'est l'histoire d'une famille. D'une famille, et avec l'usine, et avec, encore une fois, le bel canto, mais qui fait partie de la vie sociale. Enfin, c'est là, tous les le jours. règne de Naples, c'est un film étalé sur plus de 30 ans, qui commence après la guerre. Comme l'air qu'on respire. Et qui continue jusqu'aux années 70. Et donc c'est ça un peu raconte... comme les épopées d'Elsa Morante. Donc c'est une sorte de saga, enfin il raconte la vie de différents personnages de cette famille. Et donc, et en même temps, c'est un portrait magnifique de la ville de Naples, qui est une ville qui n'a jamais voulu se conformer au reste de l'Italie, qui a toujours été un peu solitaire et rebelle. Et donc, à travers ce portrait de la ville, il arrive à raconter comme ça l'histoire de ces personnages qu'on voit vieillir au fil des années. C'est aussi un film très intéressant sur les forces politiques en présence. Là, je me rappelle encore le garçon qui tourne autour du local du Parti communiste et qui se met à balayer pour pouvoir être accepté et entrer dans ce lieu sacro-saint où il est attiré. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais c'est formidable comment il montre cette attirance par une force tranquille qui existe encore à l'époque. Il le montre d'une façon complètement différente de ses films précédents. Il y a un côté néo-réaliste. Le néo-réalisme n'existe plus depuis bien longtemps, au moment où il fait, en 1978, Le règne de Naples. Oui, mais il y a un regard sur il y a un hommage sur le néo-réalisme et sur les films de Rossellini des années 40 et d'autres cinéastes. Mais en même temps, il y a sa signature. Je me rappelle cette scène où il a son esthétique qui est toujours là. Di Benedetto descend un escalier minable. Vous voyez les escaliers minables qui mènent dans la salle des machines, par exemple. Enfin, en fer, assez étroit. Elle descend ça, comme une diva d'opéra, avec évidemment une musique, je ne sais pas de quel opéra, mais je me souviens de cette scène. C'est grandiose, c'est magnifique. Et ça veut dire que ce Werner Schröter-là, il est là, et il sera toujours là, il revient dans des contextes les plus... Absolument. C'est-à-dire que les styles peuvent changer, mais l'esthétique, elle est toujours là, quoi. C'est ce qui est logique. Et ce qui fait qu'il il a été capable de passer d'un cinéma et pour toi, ça un peu underground de son cinéma, jusqu'à un cinéma réaliste. Et donc il est allé un peu dans les directions les plus opposées, et au bout du compte, c'est toujours lui, une façon de filmer les personnages, les êtres, de filmer les corps, de filmer les regards, quel que soit le style du film, il y a une façon bien à lui, et qui est là, quels que soient les styles des films. Et donc il y a un amour sur les personnages. Son cinéma, c'est son esthétique. C'est-à-dire, c'est comme d'autres cinéastes, comme je pense à Pasolini par exemple, et à d'autres, quand il filme, il y a un amour des personnages qu'il filme. Il y a un humanisme, son regard. Et il y a une beauté aussi, c'est-à-dire que même s'il filme quelqu'un de laid, il y aura une beauté intérieure qui va exister, elle sera là. Alors qu'il y a d'autres cinéastes, vous pouvez les faire filmer même des gens très très beaux, il va en sortir des êtres un peu laids, quoi. Et donc lui, il avait quelque chose, il y avait, quels que soient les personnages qu'il allait filmer, hommes ou femmes, il y avait cette beauté intérieure qui était toujours présente, quel que soit le rôle que tenait ce personnage. Oui. Et donc moi, ça c'est... Je crois que ça, il le partage aussi avec Fassbinder, parce que... c'est encore autre chose, Fassbinder. Oui, mais quand même, quand j'y pense, Hanna Schygulla, quand elle est filmée par Ettore Scola, ou même par Ferreri, qui encore sait la filmer assez bien, elle n'a jamais la beauté qu'elle a dans les films de Fassbinder. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans le regard particulier ou singulier des cinéastes. D'ailleurs, Werner Schröter a joué dans deux films de Fassbinder. Oui. Et dans Die Welt am Draht, il est là aussi un peu en dandy, s'appuyant sur le piano. Et c'est vrai que ça fait rire aujourd'hui, mais c'est quand même un témoignage merveilleux et émouvant. Enfin, tous ces films où on peut revoir les gens qui sont... On ne connaît pas bien le théâtre de Werner Schröter en France. J'avais eu l'occasion parce qu'à partir des années 60, je crois à partir de Mademoiselle Julie en 76 avec Ingrid Caven, il a fait filmer ses pièces en vidéo, ce qui était unique à l'époque, parce que la vidéo légère n'existait pas, donc c'était assez compliqué. Et donc j'avais pu voir Mademoiselle Julie, et j'avais pu voir aussi Lohengrin, qui était l'opéra de Wagner, qu'il avait mis en scène. Et ça, j'ai pu voir ça, et j'ai pu voir son style.
C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit Mademoiselle Julie, qui est fait en 76, eh bien, c'est déjà un style qui nous amène vers le règne de Naples. C'est déjà un peu plus classique que les films qu'il faisait au début des années 70. Et donc, lui, je me souviens, il se plaignait toujours que la plupart des gens qui connaissaient son cinéma ne connaissaient pas son théâtre et son opéra. Et donc, il avait souvent une dent contre les journalistes qui disent « Ouais, ils ne font même pas l'effort de venir voir mes pièces. Évidemment, c'est à Francfort, c'est à Cassel, c'est moins intéressant qu'à Cannes ou à Rome. » Mais enfin, pour lui, l'activité, la mise en scène de théâtre, c'était aussi important que de faire un film. Hein. C'était sur un même pied. Je me rappelle quand même de longues années où il ne tournait pas. Hein. Et où il faisait des mises en scène d'opéra, où il était tout le temps en Italie. Oui, c'est après le Concile d'Amour qu'il y a eu des problèmes. Il a eu la presse qui s'est déchaînée contre lui, c'était vers 82 à peu près. Et donc là, il y a eu vraiment une chasse à l'homme. Et donc, à un moment donné, il était vraiment hors circuit au niveau du cinéma. Bon, il y a, comment il s'appelle, Paolo Branco, qui lui avait tendu la main avec Le Roi des Roses. Il avait pu refaire un film. Mais c'est vrai qu'après, il y avait une dynamique avec Le règne de Naples et Palermo. Donc, on pensait qu'il allait faire des films avec des budgets importants. Bon, il y avait eu Le Jour des Idiots aussi, avec Carole Bouquet. Mais il pensait pouvoir faire des films avec pas mal de moyens, disons. Et là, avec cette histoire-là, c'est complètement retombé. Et après, disons, il a pu faire des films, mais c'était un peu avec des espaces de temps un peu plus longs. Oui, ça fait 2 ans. 2 ans entre le Concile d'Amour et Le Roi des Roses. Presque 3 même. Alors qu'il avait beaucoup tourné dans les années 60, surtout la première partie des années 70. Oui, il avait enchaîné film sur film. Et là, donc, bon, il était complètement, en fait, vraiment coincé par le système. Quoi. Oui, heureusement que le théâtre et l'opéra lui tendaient les bras. Bon, il pouvait travailler, bien sûr. Et puis, il y a un retour en puissance avec Malina, qui est quand même de 1991. Ça veut dire que c'est beaucoup plus loin dans le temps que les autres films. Oui, c'est sa rencontre avec Isabelle Huppert qui était très importante pour la deuxième partie de sa carrière, parce qu'il y a eu une connivence entre deux, et donc c'était... ça l'a bien relancé. Poussière d'amour, où il filme les 3 divas qui sont réunies donc à l'abbaye de Royaumont, d'ailleurs dans le nord de Paris. Et c'est Martha Meul, Rita Gore et Anita Serketti, et notre fantôme sacré, comme dit le programme, Maria Callas, en le citant. Et donc après, il fait un peu la même chose pour une actrice un peu méconnue et un peu attaquée parce qu'elle a travaillé sous le nazisme dans le cinéma allemand. C'est Marianne Hoppe, qu'il appelle Die Königin. Il faut dire qu'elle était très grande et qu'elle avait un port royal. Et donc après, il y a encore un film avec avec Isabelle Huppert, avec Bulogier, Ariel Dombal. Là, c'est 2. C'est 2. Oui. Et là, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils viennent sortir un double DVD, là, juste à l'occasion de cette rétrospective, avec les 2 grands films de la première période de Bernard Schroeter, donc La mort de Maria Malibran et Kakatapa. Et il y a aussi même 2 moyens-métrages. Non, il y a aussi Argila et Neurasia qui sont dans ce coffret, et avec des copies restaurées. Et si des gens qui nous écoutent ne connaissent pas le cinéma de Bernard Schroeter, il faut absolument qu'ils achètent à vos amis, ce coffret, parce qu'en plus il y a des sous-titres français, c'est une édition allemande, mais il y a des sous-titres français. Édition allemande avec sous-titres français. Et c'est qui fait ça? Je crois que c'est la Galerie 451. Non, je crois que c'est la Cinémathèque. Au départ, c'est la Cinémathèque à Munich, le musée de... Ah oui, le musée de cinéma. Édition Filmuseum. Oui, alors distribué par Chose Vue au pluriel. C'est donc un coffret où il y a Aika Katapa et La mort de Maria Malibran. Alors, Aika Katapa, c'est un film de 1969 qui fait pas loin de 2h30, qui se passe en partie à Naples, déjà à Naples. Puis La mort de Maria Malibran, c'est un film qu'il a fait en 71, qui dure, je crois, 1h43 et qui est tourné entièrement en Allemagne. Pendant l'hiver, il y a des lumières d'hiver absolument extraordinaires. Il y a une séquence qui se passe sur un lac gelé avec Magdalena Montezuma
Et on est complètement dans le 19e siècle, dans le romantisme allemand du 19e. Mais on est aussi dans une Italie qui était mal connue, et c'est quand même formidable qu'il ait reparlé de Maria Malibran, alors que maintenant Maria Malibran revient à la mode grâce à cette tu sais que Sacha Guitry a fait un film dans les années 30. Ah oui? Oui, bien sûr, un très beau film d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le film de Bernard Schroeter, mais qui est plus réaliste, parce qu'en fait, Bernard Schroeter, lui, quand il fait l'amant de Maria Malibran, il prend des thèmes de la vie de Maria Malibran, mais c'est pas du tout une biographie. Il ne faut pas s'attendre à aller assister à la biographie de Maria Malibran. Il prend certains thèmes de sa vie, puis il fantasme dessus, alors que Sacha Guitry, lui, il raconte la vie de Maria Malibran. Voilà, qui était un peu malmené. Voilà, dont le père l'obligeait à chanter alors qu'il ne voulait pas chanter. C'est un peu comme il l'a brutalisé. Le père Mozart avec... voilà, donc c'est aussi un film à découvrir aussi, celui de Sacha Guitry. Oui. Et tu sais où il existe, à la Cinémathèque peut-être? Le film de Sacha Guitry, je pense qu'il est fort possible qu'il soit sorti en DVD. Il faut chercher sur Internet. Il faut mettre... je vois le film, sauf erreur, il s'appelle Maria Malibran, simplement. On met Maria Malibran de Sacha Guitry. Et je pense qu'on peut... Bon, alors à vos chercheurs, à vos recherches sur Internet ou ailleurs, et allez voir, donc je reviens très brutalement donc, sur notre actualité cinématographique qui est très rétrécie avec ce projet Bernard Schroeter qui se réalise donc à Beaubourg. Je vous rappelle encore qu'il faut regarder le programme et y aller tous les jours si vous pouvez, je voulais dire aussi une petite chose, c'est que le 16 janvier, je présente un film qui s'appelle Vivre à Naples et mourir, qui est donc un entretien que j'avais fait pendant le Festival de Cannes en 1978. À l'époque, Bernard Schroeter présentait Le règne de Naples à la quinzaine des réalisateurs. Donc j'avais fait un entretien qui dure près d'1h30. Donc c'était un entretien audio, simplement. Et là, je l'ai mis en image en choisissant des photos, des extraits de films, des affiches, des collages, enfin avec toutes sortes de documents autour de Werner. Très, très passionnant à regarder. Oui, je soutiens ce que tu dis et je te soutiens de toute façon. Et c'est très dommage que tu ne puisses pas revenir la prochaine fois, donc, où nous recevons Philippe Azouri, qui vient d'écrire donc un petit livre qui s'appelle « À Werner Schroeter, qui n'avait pas peur de la mort ». Et ça aurait été un sujet à discuter aujourd'hui, mais nous n'avons plus le temps. Donc je vous rappelle seulement qu'à la Cinémathèque continue encore la rétrospective de Koji Wakamatsu. Je vous dis quand même d'aller voir Le Soldat Dieu de Wakamatsu qui est sorti au cinéma, une sortie normale. Alors, rétrospective à la Cinémathèque. Puis aujourd'hui, le film de la semaine pour moi, c'est Sous toi la ville, qui est donc le 3e long métrage de Christophe Rochrossler. Et je ne répète pas que, comme tout le monde, que c'est la nouvelle vague allemande. D'abord, il n'y a pas de nouvelle vague. Et d'autre part, c'est vraiment des créateurs qui ont uni plutôt leur effort pour réfléchir ensemble, à savoir qu'il a créé avec Heisenberg dans Le Braqueur des Rôles est toujours à l'affiche. Donc 2 films excellents. Sous toi la ville sort aujourd'hui, découvrez-le et on en parlera plus longuement la prochaine fois. Je veux dire une petite chose, c'est qu'il y a au Goethe-Institut jusqu'au 22 décembre une exposition de Alberte Barsac, qui était une collaboratrice de Bernard Schroeter depuis plus de 30 ans. Elle a fait tous les films de Bernard Schroeter et elle a fait les costumes de la plupart de ses films. Et avant de faire les costumes, elle faisait des dessins. Ce sont des vraies œuvres d'art, des dessins préparatoires pour les films. Et là, il y en a un certain nombre qui sont exposés donc, au Goethe-Institut. Et donc, toujours au Goethe-Institut, je reviens à Elfie Mikesh, donc chef opératrice de certains films de Bernard Schroeter. Lundi 20 décembre, à partir de 19h, en sa présence, on peut donc regarder des présentations d'une mise en scène de Bernard Schroeter de l'un des chants de Maldoror de Lautréamont, filmé par Elfie Mikesh, et d'extraits d'Antigone. Donc vous voyez ce que tu déplorais tout à l'heure, qu'on ne peut pas le voir. Là, il y aura un aspect quand même de son travail, qui était l'avant-dernière mise en scène de Werner Schroeter à la Volksbühne in Berlin. Et à 21h, projection de Poussière d'amour. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie
Dominique, je remercie. Boris pour la technique, je le remercie. Gérard pour ses indications précieuses et pour son travail au service de la beauté et d'une certaine idée de cinéma. À bientôt. À bientôt. Tout ça, c'est à moi? Ça, c'est à toi aussi. Et bien, alors, il y en a un des deux qui a à Dominique. Voilà. Ça, c'était moi. Ah, c'était à toi? Ah oui, j'ai récupéré mes feuilles à moi. Ça, merci. Là, ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà, merci. Ça, c'est qui, ça? C'est quel canard? C'est les cahiers du cinéma. Ah, d'accord. Là, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Je te donne ça, j'ai fait des photos. Ah, d'accord, merci. Je trouve que c'est pas mal. Là, c'est un peu comme un essai. Ah, ben, je connais le livre. Je l'ai Tu l'as lu? lu. Oui, bien sûr. Ah, Oui, ah ouais? oui, bien sûr. Tu veux te remplir les poches? Non, non. Je te remercie. Ingrid Canal. C'est quand même beaucoup lui. Oh. C'est très difficile sans lui. Et je pense le mieux c'est de voir les deux films qui sont les premiers expériments que Bernard avait fait. C'était une époque pas seulement de grâce, mais du départ assez perturbant pour des jeunes Allemands. On était la première génération qui se sentait obligée de parler et de se confronter à cette horreur, à ce désastre de la culture allemande. Nos parents faisaient partie des générations des assassins normaux qui ont écrasé, tué, jeté dans les feux, mine de rien, des frères, des sœurs de notre âme allemande, qui étaient des Allemands, des Juifs allemands, qui ont porté la même culture, et bon, allez hop, d'un moment à l'autre, on les a déchirés, écrasés, cassés, bon. Pour nous, c'était très difficile de faire comme s'il n'y aurait rien eu. Nous, on n'était pas capable de pas avoir cette mémoire qui était difficile d'avoir pour les survivants du Holocauste et difficile probablement et sûrement aussi pour ceux
qui faisait partie de cette... Oui, il faut bien dire peuple allemand, mon peuple. Et comment s'imaginer comme jeune ou vieux ou n'importe qui, qu'avec cette culture allemande, grande culture, musique et littérature, poésie, Hölderlin, philosophie, Nietzsche, etc., de pas être capable d'écouter, par exemple, Sigmund Freud, qui était aussi de notre langue, et qui avait très bien vu que nous tous, on est capable aussi de tuer et de massacrer même, et mine de rien. Bon, alors, pour nous, c'était d'abord, moi j'ai fait des choses horribles, j'ai jeté des idiots même, partitions, je voulais plus de ça, et il fallait recommencer zéro, mais c'était idiot parce que on sait que c'est pas possible. Alors, on a fait, certains de nous ont failli de prendre les mêmes armes que les nazis, ça veut dire prendre tirer dessus. Et c'était la RAF, et heureusement, je faisais partie des amis qui se sont dit non, on va essayer quand même de faire autrement, mais de faire quelque chose et d'essayer de changer quelque chose. Alors, cet truc zéro, de commencer zéro, c'était quelqu'un comme Werner Schröder qui nous a montré des images tout neuves, des images comme on devrait recommencer à voir ce que c'est un mouvement d'un bras, d'un pied, ou même une petite danse, même sans musique, avec musique. Qu'est-ce que c'est écouter vraiment les paroles, les mots? Par exemple, on n'était pas capable, par exemple, d'écouter les phrases et lire les phrases de Heidegger, pas à cause du contenu, mais à cause de la manière comment il écrivait, comment il parlait. Cette musique-là, c'était impossible pour nous d'écouter. Et on réfléchit, on ne voulait plus voir est-ce que le contenu est peut-être autre chose. On doutait tout de suite. On était sensibilisés quand même à un point très intéressant et très, très enrichissant dans les nuances. On était obligé d'écouter et de donner des nuances, et pas des clichés, et pas des vérités dites n'importe comment. Et ça c'était une base pour certains de nous de recommencer, de penser à l'art et des fois à la poésie. Bon. Et Werner Schröder, avec ses deux petits films, des films, comme il dit lui-même, des expériments, c'était des chocs. Parce que lui, nous tous, on avait bien sûr vécu aussi avec les films hollywoodiens qu'on adorait, que les magnifiques, mais nous, très petits et avec peu d'argent, c'était pas possible ça. Mais qu'est-ce qu'il est possible? Et apparaît Neurasia, Argila de Werner Schröder et plus tard Akakatapa. Et c'était nouveau, c'était fraîche, c'était simple, bien réfléchi, mais aussi complètement ouverte au hasard, ce que ça donne, curieuse et encore maintenant, je ne sais pas comment il a été capable de faire, par exemple, des fois des morceaux. Ça commence, les deux films, je crois, commencent avec des mouvements de cette merveilleuse Carla Olaolu, qui était mariée avec Rosa von Braun, un ami, un grand amour de Werner Schröder, son premier grand amour homme, alors bon, cool moule.
Et ça faisait partie de la joie qu'on avait. Moi, j'étais mariée avec un homosexuel, mais qui ne se prenait pas pour ça au début. Tout était possible dans l'amitié. Voilà, je suis là. L'amitié était quelque chose d'une telle importance parce que vis-à-vis du grand mot de l'amour, on avait beaucoup de scepticisme. On ne croyait plus au grand amour, on n'était pas capable. Mais on voyait que les voisins qui se sont trahis l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des animaux, des bêtes, des êtres humains, tout ça, mais ils n'étaient pas des amis. Ils n'étaient pas des amis. Ils ont peut-être dit du bien, du mal, le voisin, mais ils n'étaient pas amis, ils n'étaient pas. Et sur la route, on a remarqué, certains gens de nous, surtout ceux qui ont voulu faire du théâtre ou du cinéma, qu'on était amis, on a vécu ensemble. Un temps, j'ai vécu avec Werner et Daniel Schmidt et Magdalena Montezuma, sa compagne et son actrice fétiche et sa conscience même. Elle a pas seulement collaboré, elle a vécu la création avec lui. On a vécu ensemble et entre faire la cuisine et voler quelque chose qu'on ne pouvait pas se payer et faire des petits films et sortir pour avoir sexe ailleurs parce que bizarrement pendant un temps on ne faisait pas entre nous. Alors mais on rentrait chez nous, on était de plus en plus liés à cette vie amicale et créative. Bon, je crois que ça va maintenant. Je ne sais pas si ça donne... On avait une chance. Il y avait beaucoup de gens à l'époque qui voulaient encore écouter, qui étaient à l'écoute et qui voulaient encore voir, qui n'avaient pas l'impression qu'on avait tout vu, tout entendu, tout fait. Ça, c'était un avantage. Mais bon, mais aujourd'hui aussi, comme Billy Wilder a dit, la situation est, qu'est-ce qu'il a dit, dramatique, mais elle n'est pas sérieuse ou quelque chose comme ça. Les films de Werner sont sérieux et très très gais et vital. Vous verrez. Et mine de rien, bon. Bonne soirée. Bonsoir, bienvenue à cette séance en hommage à Werner Schröter. En tant que responsable des cinémas du Centre Pompidou, je suis très heureuse d'accueillir Gérard Courant. Gérard Courant, cinéaste, dont vous avez certainement vu des films, puisque depuis l'ouverture de cet hommage, sont présentés dans les écrans, sur les écrans, à l'entrée de la salle de cinéma, ces compressions. Cette compression des films de Werner, qui vont de Argila, Eurasia, et Kakadapa, La mort de Marie-Amélie Grand, Le rêve de Naples, etc. Gérard Courant a aussi réalisé 2 entretiens filmés que nous présenterons pendant cet hommage, dont un long à l'occasion de la quinzaine des réalisateurs, mais j'ai oublié l'année. 78. En 1978 et un plus court en 2009 à l'occasion d'une carte blanche que lui avait offert les rencontres Paris-Berlin-Madrid et qui devait avoir lieu ici, dans cette même salle, et malheureusement le Centre Pompidou était en grève, donc c'était, je crois, au Palais de Tokyo. Exactement. Et enfin, Gérard a écrit, coordonné, je pense, le premier livre sur Werner Schröter
qui a existé en France. Il est malheureusement épuisé. Et pour ceux qui n'auraient pas acheté encore le livre de Philippe Azouri, Werner Schroeter, qui n'avait pas peur de la mort, je vous le recommande particulièrement. C'est un très beau livre, très bien écrit. Et aussi, je vous recommande la revue Vertigo, à l'occasion de cette rétrospective, a publié un dossier très complet d'une trentaine de pages. Vous trouverez ces ouvrages à la librairie du centre sans souci. Je vais vous laisser en compagnie de Gérard Courant vous présenter ce film rare qui est en version restaurée. Très bonne soirée à vous. Donc j'en profite pour sauter du coq à l'âne pour un livre que j'avais publié, c'était en 82, début 82, et bon, il a été épuisé rapidement. Alors je sais qu'on peut, chez les bouquinistes, le trouver. On peut le trouver aussi sur Internet. De temps en temps, il y en a sur Presse Ministère et sans doute sur d'autres sites. Donc c'est une vraie rareté. Voilà, donc c'était pour parler du bouquin. Alors, L'Ange Noir, c'est un film, c'est vrai, c'est une curiosité parce qu'il a eu un destin un peu particulier. Enfin, cela dit, il y a beaucoup de films de Werner qui ont eu des destins un peu particuliers. Il y en a qui sont quasiment jamais arrivés jusqu'à nous. Il y a certains films qui étaient en partie inachevés au début des années 70. Et donc, L'Ange Noir, c'est un film qu'il a tourné en novembre 1973 au Mexique, qu'il a terminé en 1974 et qui avait été présenté au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs en 1975. Donc en fait, c'était le troisième film qu'il présentait à la quinzaine. Il avait présenté en 1969 Eka Katapa, c'était la première quinzaine des réalisateurs. Et quand on voit le programme de la quinzaine des réalisateurs de 1969, on se demande si on rêve ou pas, parce que c'est incroyable la programmation donc, de cette année-là et des années suivantes. Et donc, après L'Ange Noir, il a présenté aussi en 1976 la quinzaine des réalisateurs encore, c'est Flocon d'Or, et en 1978, Le Règne de Naples. Alors, pour L'Ange Noir, c'est un film qui est produit comme certains de ces autres films de cette époque-là. C'est produit on pourrait dire à 100% par la chaîne de télévision ZDF de Mayence. Voilà, il y avait des petits budgets pour faire des films très personnels, et vraiment très personnels et poétiques. Et donc des cinéastes comme Werner Schroeter, mais aussi Fassbinder, Herzog et beaucoup d'autres, ont eu des financements pour faire des films vraiment libres. C'est-à-dire que les cinéastes avaient vraiment carte blanche. Alors, L'Ange Noir, quelque part, c'est un peu la fin d'un cycle. C'est-à-dire que 73, c'est aussi l'année où Werner Schroeter tourne la partie en noir et blanc de Flocon d'Or, qui pour moi est un des sommets de son œuvre, avec la mort de Maria Malibran. Et donc, il arrive un peu à une sorte de fin de cycle de ses films, lui disait expérimentaux, poétiques, et donc il aspirait à ce moment-là à passer vers un cinéma, disons, qui ait une audience plus importante, et donc il va avoir un certain nombre de difficultés pour passer ce cap. Bon, ça sera Le Règne de Naples, donc, qui est un film de 1978, qui va être le film qui va le propulser vers un cinéma beaucoup plus commercial. Et donc, L'Ange Noir, c'est une sorte de ciné-poème avec deux personnages, notamment Magdalena Montezuma, alors là, qui était sa collaboratrice la plus proche, qui était son assistante, qui était la comédienne de tous ses films, de toutes ses pièces de théâtre, elle faisait travailler sur les décors, elle faisait les costumes, elle faisait les maquillages, elle faisait plein de choses. Et à ce moment-là, dans ces années-là, tous les films de Werner Schroeter, il y a toujours Magdalena Montezuma et qui joue de multiples rôles. Dans certains films, elle joue plusieurs rôles. Là, dans ce film-là, donc, elle joue un personnage complètement délirant. Et en fait, ce film qui est tourné donc, entièrement au Mexique est une rencontre entre Werner Schroeter, l'Allemand, qui est un amoureux de l'Italie, du baroque italien, et donc avec la rencontre de la culture mexicaine, culture maya, mais pas seulement, la culture aussi traditionnelle mexicaine. Et donc il y a eu vraiment une vraie rencontre. La rencontre a été tellement forte qu'à un moment donné, il a décidé de vivre un peu, en partie au Mexique. Il vivait au Mexique au milieu des années 70.
Et en fait, il revenait en Europe pour travailler, surtout pour le théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faisait pratiquement plus de films, entre, je dirais, la moitié des années 70 et 78. Et donc, il revenait simplement pour mettre en scène des pièces de théâtre. Et il retournait, il habitait dans une famille. Il s'était fait accueillir par une famille très pauvre, qui vivait dans une lagune. Et donc, voilà, il était là comme... il était considéré par la famille comme un des enfants de la famille. Et donc, il avait aussi eu une rétrospective de ses films à Mexico, et notamment La mort de Maria Malibran et Flocons d'or avait eu beaucoup de succès. Et quand on connaît le Mexique, la fascination qu'on est mexicain pour la mort, pour le baroque, on comprend qu'il y a eu à un moment donné une rencontre très très forte. Et donc ce film, en fait, le produit de cette rencontre, c'est quand il est sorti, ce film, quand il est sorti, il y avait une sorte certains journalistes, certains critiques avaient voulu en faire quelque chose d'un film qui défendait la cause tiers-mondiste. Werner Schroeter, c'est un cinéaste, c'est pas un cinéaste politique, c'est un cinéaste poétique, mais bien que la politique soit présente dans ses films, mais c'est avant tout c'est vraiment un poème. Voilà, faut voir ce film comme un poème. Il ne faut pas essayer de chercher dans ce film une sorte de défense de la cause du tiers-monde. À mon avis, ça serait se tromper de route. Voilà. Et donc dans ce film, les deux personnages féminins vont dans les pyramides mayas et font une rencontre avec les dieux du Mexique. Et il y a quelque chose qui touche au fond de l'œuvre de Schroeter. On dit souvent que le cinéma de Schroeter, c'est un cinéma qui est magique. Il suffit de le voir avec Akatapa ou La mort de Maria Malibran, c'est évident, il y a un côté magique. Et donc, cette rencontre entre Schroeter et le Mexique, il y a ce côté magique ressurgit complètement, et ça lui permet aussi de délirer complètement, de se laisser aller. Et donc, quand on voit Magdalena Montezuma dans les pyramides mayas, c'est quelque chose de complètement fou. C'est vraiment un film fou, quoi. Et alors, la particularité aussi de ce film, c'est que quand il a été présenté, je me souviens au Festival de Cannes, c'était la première fois que j'étais au Festival de Cannes, donc je l'avais vu là, il n'avait pas été très bien reçu, car les journalistes qui le suivaient, comme ça, le film en film, c'était, quand je dis les journalistes, c'était quand même des critiques de cinéma un peu sur les marges, qui le défendaient. Et je pense à des gens comme Noël Cicelo, qui a fait beaucoup pour faire connaître Werner Schroeter. Et aussi, là, bien sûr, on a vu Henri Langlois, qui a organisé des rétrospectives de Werner Schroeter au tout début des années 70. Donc il y avait comme ça un noyau de personnes qui étaient plus ou moins influentes dans le cinéma et qui défendaient le cinéma de Werner Schroeter. Et là, quand il y a eu L'Ange Noir, il y a certains critiques qui ont fait la fine bouche en disant oui, mais c'est moins magique que certains de ses films précédents. Et donc le film est passé un peu inaperçu, et je me souviens d'un critique qui avait dit oui, L'Ange Noir, mais ses ailes ont été un peu reniées. Et d'ailleurs c'est amusant parce qu'on faisait la comparaison avec un film de Philippe Garrel qui s'appelait il y a Un ange passe, voilà, et qui était un film de la même époque, et qui avait été aussi, comme ça, après La cicatrice intérieure, qui était vraiment le grand film de Garrel à l'époque, qui avait été un peu rabaissé. Donc, ce film est passé un peu comme ça, en catimini. Il a eu une sortie commerciale à Paris, essentiellement, un peu en province. Mais voilà, on sentait que, disons, du côté de la critique, du côté du public, on attendait quelque chose de nouveau chez Schroeter, et lui en était totalement conscient. Il se préparait à faire ce saut vers un cinéma plus commercial qui allait arriver, donc, comme je disais, en 1978. Et quand je l'avais rencontré au Festival de Cannes en 1978, il disait oui, et moi maintenant, parce que moi je lui parlais toujours de La mort de Maria Malibran, des Kakadapa, il disait oui, mais ces films c'est très beau, et, bien sûr, mais maintenant je suis passé au-delà, et d'ailleurs le cinéma que je fais maintenant, le cinéma que je veux faire, est beaucoup plus proche du théâtre.
du théâtre, et donc il était aussi un metteur en scène de théâtre à partir du début des années 70. Et je lui dis, mais ton théâtre, on ne le connaît pas, on ne peut pas le voir. Alors là, il était presque violent en disant oui, mais en s'adressant aux Parisiens, qui était son premier grand public, hein, c'est à Paris qu'il s'est fait vraiment découvrir. Oui, mais vous ne venez jamais, quand il y a des avant-premières à Francfort, à Cassel, vous les Parisiens, vous ne venez pas, vous ne connaissez pas mon théâtre. Et donc, son cinéma vers lequel il aspirait était plus classique. Il considérait que sa première période, qui était très très belle, très incandescente, était, comment dire, une période. C'est un peu comme Picasso, comme Godard, ils ont eu des périodes, et lui c'était une période qui se finissait. Et donc, L'Ange Noir, c'est un peu la fin d'une période, et évidemment, il y a le très très beau reste. Il y a, vous allez voir, il y a une splendeur, là. Et sa façon de filmer. Il y a aussi une chose souvent on ne sait pas, et tous ses premiers films, jusqu'à Flocon d'Or, à part deux exceptions, mais tous les films, c'est lui qui est chef opérateur, donc il est caméraman de ses films, et il fait la lumière de ses films. Donc il a un talent absolument inouï. Non seulement c'est un grand directeur d'acteurs et d'actrices, et en plus, il fait la caméra, ce que la plupart des cinéastes refusent de faire. Il y a très très peu de cinéastes dans le cinéma qui en même temps ont fait la caméra. Bon, un exemple que j'aime bien citer, c'est Satia Gittray, qui pour la plupart de ses films, c'était lui qui faisait la caméra, mais lui faisait, vraiment, il était, disons, l'auteur total, il faisait absolument tout, jusqu'à la production. Voilà. Donc c'est, si vous voulez, voilà, vous allez voir cet ange qui va sortir des ténèbres des pyramides mexicaines. Voilà, donc il y aurait beaucoup de choses aussi à dire par rapport, là je vois une petite parenthèse, par rapport au voyage d'Artaud en 1936 chez Tarahumara. Si vous avez l'occasion de lire ou de relire les textes d'Artaud, vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs avec l'art de Schroeter dans ce film-là. Et puis aussi, dernière chose, si vous avez l'occasion de revoir Que viva Mexico de Eisenstein, vous verrez que, pareil, il y a beaucoup de points de rencontre. Voilà. Je vous souhaite une excellente projection et j'espère que vous allez pouvoir continuer à voir les autres films de Bernard Schroeter parce qu'il y a encore beaucoup de belles choses à voir. Voilà, bonne soirée. Merci.